Vous êtes avec Anna Toumazov, bienvenue dans Tunnel, l'émission où j'invite des gens à me mettre des tunnels. Et aujourd'hui, Charlotte Abramov. Salut Charlotte. Salut Anna. Bon, on se met parfois des tunnels quand on se croise en soirée. Je me souviens d'un long tunnel à la Galerie Perrotin quand il y a eu la sortie d'album de Sébastien Tellier. On avait beaucoup discuté de choses et d'autres et justement c'est à la suite de ça qu'on s'était un peu dit que ce serait une bonne idée de faire cette émission. Charlotte, on a beaucoup en commun, on est de la même génération. Tu es une grande artiste, c'est là que nos points communs s'arrêtent. Tu es photographe, tu es réalisatrice, tu es belge. Bien que ça ne rentre pas forcément dans une catégorie artistique, bien que moi je on pourrait en parler si. avec tout ce côté surréaliste qui irrigue ton œuvre. Et il y a plein de projets que tu as pu faire qui ont marqué les esprits, qui ont marqué le mien en tout cas, des projets féministes, des projets aussi sur la famille, sur le lien intime. Comment est-ce que toi tu te présenterais? Qui est Charlotte derrière Charlotte Abramov? Franchement, c'est toujours difficile, je trouve, de répondre à ces questions-là. Je pense que je pourrais dire que je suis un bisounours ou un petit Pokémon, mais en vrai, c'est toujours bizarre de dire, par exemple, je suis une artiste, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre qui parfois même dépasse la photo, ou en tout cas autour de l'image, donc peut-être artiste visuel. Et belge, c'est vrai que j'aime bien le dire aussi, parce que sans vouloir être chauvine, je pense que les Belges ont un esprit aussi typique de la Belgique, même si la Belgique est plurielle. Et voilà, un petit être humain qui essaye de traverser cette vie avec gentillesse et bienveillance. Il y a un truc justement, je trouve, dans l'ensemble de ton œuvre qui touche vraiment à l'intime, parce que qu'on aille sur des projets qui ont trait à l'émancipation des femmes, on va vraiment y revenir, ou des projets qui ont trait à la famille, on sent qu'il y a un truc très très personnel dans la façon d'aborder l'art et d'aborder la parole publique. Et c'est pour ça que j'avais envie de discuter avec toi de la compassion, de la notion de compassion. Alors, tu m'as effectivement demandé la différence avec l'empathie. Et moi, dans ma tête, je vais pas faire la grande intellectuelle. J'avoue que je comptais tout whipping dans l'interview. Mais je pense que j'ai quand même pris note que c'était assez intéressant de redonner les deux définitions pour les personnes qui nous écoutent. Donc, la compassion, c'est le sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Et l'empathie, c'est la capacité à se représenter ce que l'autre ressent. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ces termes, cette notion? C'est vrai que j'ai regardé aussi, c'est vrai que dans compassion, il y a une idée d'action aussi. Mais c'est marrant parce que j'avais l'impression que compassion, il y avait plus une idée de pitié que empathie. Alors que finalement, pas tant, enfin, compassion, il y a presque l'idée d'un câlin, en fait. Mais c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup plus régulièrement le mot empathie, parce que je pense qu'il est plus commun déjà dans le langage courant. Mais c'est vrai que je pense que j'ai une personnalité empathique de base, sûrement due à mon histoire personnelle et tout, à ma famille, etc. Mais c'est vrai que souvent, je suis un peu étonnée que tout le monde soit pas comme ça. Fait que tout le monde n'ait pas cette base empathique. Et je pense que ça relève aussi, pour moi, il y a un énorme parallèle avec la gentillesse et la bienveillance. Et c'est vrai que, par exemple, sur le domaine de la gentillesse, je suis toujours étonnée quand je vois, par exemple, des interviews ou quoi, ou d'autres choses, où les gens disent ah bah oui, mais c'est vrai que la gentillesse, c'est aussi une qualité, il faut le dire. Et je suis là, évidemment que c'est une qualité. Enfin, limite, quelqu'un de gentil, c'est vu comme quelqu'un de bénet ou bête. Et ça, j'ai du mal à capter, parce que pour moi, la gentillesse, c'est un pouvoir de fou, en fait. C'est vraiment un truc de dingue. Mais il me semble qu'on a déjà discuté de ce truc qu'on te dit quand t'arrives à Paris et que tu comprends pas trop les mœurs et qu'on te dit non mais tu vas t'endurcir. Horrible. Et alors, là, on parle de Paris, mais en fait, ça pourrait être partout ailleurs. Cette idée que pour s'accommoder à un environnement, ça pourrait être d'ailleurs un environnement professionnel aussi, je sais pas, une culture d'entreprise qui est dure, etc. Et l'idée qu'en fait, c'est aux personnes gentilles de s'endurcir et pas aux personnes moins gentilles, hein, je sais pas comment les qualifier, je sais pas s'il faut dire se ramollir, mais en tout cas de s'adoucir, de s'attendrir, comment tu l'as déjà entendu toi cette injonction?
Oui, après, moi, c'est vrai qu'on me dit parfois, t'es trop gentil ou en fait, je trouve ça parfois assez dur de trouver un juste milieu, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui se fait aussi par rapport à devenir adulte, à avancer dans la vie, dans le temps, le fait de s'affirmer, par exemple. Mais je trouve que c'est difficile de, à la fois, essayer de se créer une carapace pour se protéger et en même temps rester connecté à ses émotions, à son empathie. C'est pour ça que moi, souvent, j'ai un petit peu du mal à me placer parce que je suis un peu un buvoir ou bien, ou alors je donne tout, ou je reçois tout et j'ai un peu du mal à mettre justement des barrières. Après, je pense que c'est pour ça aussi que je suis artiste et que la forme artistique me permet de m'épanouir et par exemple, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai compris qu'avec la photographie, c'est vraiment une histoire de regard et qu'en fait, par le regard, tu peux apporter ces thématiques-là, cette ambiance-là et inciter les gens à voir les choses autrement. Et moi, c'est vrai que de manière générale, je vois toujours les choses avec bienveillance et j'essaie toujours d'avoir un combo entre de la force et de la douceur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est doux ou gentil qu'on est mou ou qu'on est faible. Au contraire, moi, je trouve encore une fois que vraiment la gentillesse, c'est une force. Si tu dis quelque chose de gentil à quelqu'un, même à la caissière ou au chauffeur de bus ou que sais-je, bah en fait, ça peut être un rayon de soleil dans une journée, même un petit compliment ou quoi. Puis de toute façon, moi souvent, ça me traverse l'esprit. Je trouve quelqu'un de beau ou de belle, même si bon parfois c'est bizarre parce qu'on se dit bon bah on n'a pas besoin de commenter le physique des gens. Mais en fait, c'est rien que l'effet que ça fait sur les gens, bah c'est trop chouette en fait. Donc C'était quand ce projet photographique d'ailleurs qu'il y avait eu? C'était dans les années 2010. Il me semble de me rappeler d'articles Vice qui en parlent, donc ça correspond bien à la période. C'était quelqu'un qui avait pris des gens en photo avant et après leur avoir dit ouais. qu'ils étaient beaux. Tu te souviens de ce truc? Ouais, et tu vois tout de suite l'expression sur leur visage. Mais c'est vrai que moi, c'est assez fou parce que, pareil, avec l'expérience des années, je remarque que, bah, vu que je fais beaucoup de portraits aussi, en fait, le portrait, c'est un exercice pas si évident. Parce que même dans un portrait très simple, tout dépend de la présence de la personne, de son regard. Et vraiment, ça peut changer à des millimètres dans son visage. Mais moi, du coup, je parle beaucoup aux gens quand je les photographie parce que je sais que ça peut aussi être un exercice où tu te sens observé. Et puis, Bien sûr. parfois, je me fais un peu prendre en photo et tu vois, j'avais pas forcément capté que l'objet, en fait, quand je photographie, cache mon visage, donc il Mhm, cache aussi mhm, mes mhm. expressions et ça me transforme en espèce de robot un peu flippant. Donc moi, je parle beaucoup et c'est vrai que c'est vrai que je trouve assez facilement les gens beaux et surtout je leur dis et c'est incroyable à quel point je le vois sur les visages selon ce que je dis. L'expression change quoi, le regard et tout, l'émotion et donc c'est hyper important pour moi d'être super en contact avec les gens que je photographie parce que même des actrices qu'on pourrait croire qui ont hyper confiance en elles et à qui on doit se dire bah elles doivent crouler sous les compliments, bah même des meufs comme ça, parfois elles sont un peu étonnées que je leur dise mais t'es trop belle. Elle était là ah bon, j'étais là bah oui. Voilà. Oui, il y a ce truc de vraiment de s'interconnecter aussi en tant qu'être humain qui fait, on en parlait juste avant en off, ce besoin d'interconnexion entre êtres humains que parfois tu ne retrouves plus. Enfin, typiquement, je t'évoquais une vidéo qui est sortie hier. Donc, quand vous écouterez cet épisode, ce sera il y a quelques jours, mais où je parlais du fait que les gens en amitié, je l'ai découvert depuis que j'habite dans une très grande ville, parce que c'est vrai qu'avant, ayant grandi entre deux villes et villages du sud-ouest, puis ayant vécu toute ma jeunesse à Bruxelles, je n'ai jamais connu ce que je trouve ici à Paris, c'est-à-dire une espèce, euh, une espèce d'anomie, une espèce de vide intersidéral dans lequel on flotte tous et parfois on se croise, mais enfin, même avec tes amis les plus intimes, bah, il y a une culture de l'annulation qui est très forte. Il y a il y a un truc qui fait, et c'est là que j'aimerais bien t'entendre aussi, il y a un truc qui fait que il y a plein de gens que tu vas pouvoir voir quand tu vas bien, mais il y a peu de gens que tu vas pouvoir voir quand tu vas mal. Bah, il y a plusieurs choses, parce que moi je savais pas très bien si c'était dû à la géographie ou au fait d'être adulte. Parce que parfois, Bien sûr. moi c'est vrai que j'ai des petites, déceptions d'enfants, en mode, je rencontre des gens et je crois que ça va être mes amis, et en fait non, parce que les relations entre adultes sont bizarrement plus superficielles et je me faisais la réflexion, mais je pense que c'est parce qu'on ne fait plus de choses ensemble. C'est-à-dire que les adultes à Paris, dans une vie active, déjà ils sont toujours, justement, submergés sous Sous l'eau. l'eau. Exact, en tunnel de taf ou crevés et encore, je parle pas des gens qui ont des enfants, genre force à eux de ouf. Mais il y a ce truc où en fait, on va juste prendre un café
se faire une espèce de récap de sa vie, mais on ne fait plus des choses ensemble. Alors que c'est vrai que du temps du lycée, en fait, tu vivais quotidiennement avec les autres, tu t'emmerdais en cours avec les autres, tu vivais des choses ensemble. Tous les jours, tu avais les nouvelles. Et on perd ce truc de faire des choses ensemble. Donc c'est pour ça, souvent, j'essaye de me dire, peut-être allons plutôt faire une balade, ou allons faire une expo, ou enfin trouver des activités. Mais c'est vrai que moi-même aussi, je suis quelqu'un de plutôt solitaire. J'ai pas beaucoup d'amis. Et d'ailleurs, les amis que j'ai, c'est des amis plutôt de longue date. Et c'est vrai que je déplorais un peu ce truc de me dire, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'arrive pas à créer des liens plus profonds en tant qu'adulte. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose, bon alors c'est peut-être pas dû à la profondeur des liens, mais social qui fait que je trouve ça pas toujours facile de connecter avec les autres, mais c'est que les gens, ils connectent beaucoup finalement en soirée ou dans des contextes où il y a de l'alcool ou des drogues. Et moi, vu que je suis pas du tout dans ça, je peux me sentir parfois un peu à l'écart. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais de quand on va bien ou quand on va mal, c'est vrai que moi, plus le temps passe et plus quand je vais mal, en fait, je vois personne. Genre même mes meilleurs amis, je leur dis même pas que je vais mal, parce qu'en fait, les gens qui vont mal, malheureusement, ils sont un peu déprimants. Puis il y a un truc où en fait, je m'auto-juge en me disant mais je suis tellement chiante quand je vais mal. J'ai pas envie de découler ça sur autrui. Et ce qui est un peu bête parce qu'en fait, on est des êtres sociaux, donc on a besoin du lien social, du lien affectif, etc. pour aller mieux. Mais bon, on essaye de, de jongler avec toutes ces notions. Mais voilà, c'est vrai qu'aussi, au-delà de l'âge adulte, il y a peut-être aussi la question de la ville, parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est hyper étrange, les liens, ils sont hyper, hyper bizarres. Il y a toujours ce truc de, ouais, on se tient au jus, ouais, on va boire un café, puis en fait, walou. Où tu proposes quelque chose et les gens disent ouais, je passerai une tête. Bah non, j'avais envie de te voir. Ouais, il y a un truc d'éclair. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en Belgique ou à Bruxelles, c'est pas pareil. Non, J'ai l'impression que mes copains à Bruxelles, ils sont beaucoup plus attachés à vouloir me voir, bizarrement, et à se retrouver, et allez, on va se faire une mousse et machin, un truc beaucoup plus régulier, beaucoup plus présent dans le lien que à Paris, où au final, je pense que c'est peut-être plein de petites âmes solitaires. Après, moi, je peux comprendre aussi le côté cancelling plans, où t'as la flemme, et en fait, ça te soulage de dire, je reste chez moi et je suis fatiguée, tu vois. Il y a du vrai aussi là-dedans, mais attention à ce qu'on ne devienne pas tous des petits Wally, complètement juste à scroller chez nous tout seul et à plus voir les gens, quoi. Je pense que en fait, ça peut faire tellement de la peine quand on t'annule, alors que toi, t'avais un peu fait en fonction et tout, que je me dis dans la balance, tant pis, même si je suis éclatée, je fais une sieste, je vois la personne, peut-être que je la verrai moins longtemps, mais j'essaie de pas mettre des plans parce que je trouve qu'effectivement, à la fin, on se détache trop les uns des autres. Et après, tu sais, en plus, on a tellement des emplois du temps qui sont compliqués qu'en fait, très vite, tout s'évanouit justement Ouais, dans le truc. Et l'alcool, par contre, c'est vrai, c'est que je me suis posé la question aussi, j'ai arrêté de boire il y a un peu moins de 3 ans. C'est le moment où j'ai commencé à vraiment déménager ici, parce que je m'étais fait aspirer par la ville un peu. C'est le moment aussi où j'étais sur la fin de vingtaine, début de trentaine. C'est le moment de la mise en couple. Donc en fait, il y a eu trop de bouleversements en même temps que pour que ça puisse tenir juste à la ville. Mais enfin, ouais, l'alcool, je me suis déjà demandé, parce que l'alcool, effectivement, tu prends 3 grosses cuites avec quelqu'un, tu t'es déjà raconté beaucoup de trucs deep, donc t'es déjà ami. Alors que quelqu'un que tu vois sobre, peut-être que tu vas le voir 2-3 heures, mais tu vas pas le voir pendant 8 heures de temps. Ouais, c'est possible. Après, c'est marrant parce que moi, du coup, j'ai pas besoin d'alcool même pour parler de trucs deep. En fait, j'ai un truc où Pareil. c'est vraiment en fait, je sais pas trop faire du small talk et je vais direct dans les trucs deep. Genre même à des dîners, où c'est pas forcément des dîners entre amis, mais tu vois, dans le milieu ou quoi, ou trucs d'influence. Les dîners de femmes inspirantes. Des dîners inspirationnels. Je vais tout de suite parler soit de sens de la vie, soit de mais tu trouves pas que le monde est en train de s'effondrer, ou bon, après je suis un peu banante parfois, mais bon, j'essaie de quand même garder quelque chose de lumineux, mais c'est vrai que j'ai du mal à parler de rien. Et c'est vrai qu'après moi je respecte complètement aussi peut-être que c'est un privilège que j'ai de pouvoir parler facilement de moi ou facilement de choses un peu dures, et moi je peux comprendre aussi qu'il y ait des gens qui sont trop timides et qui ont besoin de l'alcool ou quoi pour se désinhiber. Mais tu vois, j'étais même à une cérémonie hier, et tu vois, c'est fou, mais parfois, tu sais, il y a le serveur qui arrête pas de me dire je vous resserre du blanc, du rouge, et parfois je suis en mode mais c'est une dinguerie quand même. Est-ce que genre qui veut être ivre-mort ici? C'est ça. Puis même, est-ce que on vient avec un petit plateau en mode vous prendrez bien un rail de cocaïne encore? Enfin, tu vois, je trouve qu'avec l'alcool, il y a un truc de on oublie que c'est quand même une drogue et que ça altère aussi l'esprit, la personnalité, ça peut conduire à de l'addictologie. Enfin, il y a un truc, à l'addiction tout simplement.
Mais bon, après, moi, je Puis même, ça te juge place pas, dans un mais état je trouve ça drôle alternatif. parfois. Ouais, Comme on a vachement banalisé le fait que ce mec-là vient te proposer de l'éthanol qui a pour but exact, de... Enfin, c'est fou complètement. en vrai. C'est fou et voilà, après moi justement je me suis pas pris beaucoup de cuite dans ma vie, genre je pense que je me suis jamais pris de cuite dans ma vie. Bah, c'est bien. Mais j'ai eu une fois la gueule de bois il y a pas si longtemps, j'étais là en mode oh mon dieu, en fait on a l'impression qu'un immeuble nous tombe sur Ouais, dessus. c'est dur. Mais sinon bah, je suis contente en même temps de pas trop avoir besoin de ça pour m'amuser. C'est juste que c'est vrai qu'au bout d'un certain moment, je sens que socialement bah, je suis pas dans la même werse que les autres et je me sens un peu gênée ou un peu à côté de la plaque et voilà quoi, ça contribue pas à... Mais les conversations deep que tu peux avoir aussi sans alcool, euh, moi je sais que par exemple quand je buvais, j'étais très deep quand j'étais bourrée, quand j'étais en soirée, parce que c'était toujours en soirée, euh, et pas le reste du temps. Et du coup, le moment où j'ai arrêté de boire, bah, il fallait bien que mon excès d'émotions et de choses à raconter et de tunnels potentiels puisse sortir. Et du coup, bon, j'ai eu de la chance, l'émission Tunnel, l'ancienne version qui était sur Radio France a commencé à ce moment-là, donc c'était parfait. Je pouvais bla 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 à l'antenne. J'adore. Mais c'est vrai que du coup, tu t'as plus ce truc-là et ça te déborde un peu tout le temps. Et c'est très chouette aussi. Et les gens, ils sont réceptifs de toute façon aux conversations un peu deep que tu peux lancer. Ouais, complètement, franchement. Bon, peut-être qu'il y en a deux, trois que j'ai déprimé. Non, je rigole. Non, mais je pense qu'au contraire, parfois, je vois même sur les visages le côté ah, ça fait du bien de parler de ça. Parce que même moi, je peux parler facilement de deuil ou des choses comme ça, ou de sujets un peu plus tabous. Et je remarque souvent quand même une espèce de besoin un peu inconscient ou caché, de manière générale, que on a en tant qu'humain de parler des choses. Je pense encore une fois que je pense aussi que ma pratique artistique, elle m'aide à tout ça parce qu'au final, moi j'ai toujours vu le fait de faire des images, de faire de l'art comme un labo c'est bizarre de dire ça, mais un labo de digestion où je vais vivre des événements de vie comme tout être humain, mais de les passer par l'art, ça me permet de les passer par un prisme, de les digérer et d'en faire quelque chose, de les transformer et donc de mieux les accepter, puisque pour moi, tout dans la vie est une question d'acceptation des choses. Et donc, je pense que tout ce processus-là, ça m'aide aussi finalement à analyser, à communiquer, à transmettre et donc à créer un mouvement en moi qui fait que sinon je stagne et je pourris, quoi. Mais l'art, tu préfères t'en servir justement pour euh, soigner le présent, pour te rappeler du passé, ou même d'ailleurs pour l'avenir, pour construire l'avenir. C'est difficile à dire parce que, alors déjà, je pense que comme 99% ou 99%, pardon, des êtres humains, je vis jamais dans le présent. Enfin, il y a ce truc, bon déjà le présent c'est genre, ça y est c'est fini, là. Oui. Ce que j'ai dit c'était le passé. Mais il y a ce truc où évidemment je suis soit beaucoup dans la nostalgie du passé, les souvenirs ressassés, soit dans l'anxiété totale du futur. Donc je balance entre ces deux émotions de nostalgie un peu mélancolique et de anxiété max de ce qui va arriver. Mais après, dans la photo, c'est encore différent, dans le sens où, dans mes projets artistiques, il y a ce truc où finalement, je suis un peu en décalage, dans le sens où j'ai besoin d'abord de vivre l'expérience. Parfois, je la photographie en même temps. Par exemple, les photos documentaires, les premières photos documentaires de mon père de la maladie, je les faisais, mais j'en faisais rien sur le moment. Je les laissais dormir dans des tiroirs parce que c'était trop frais, trop difficile, etc. Et que je savais pas du tout ce que j'allais en faire. Donc il y a ce truc où je suis un peu en décalage, en mode je vis, je digère, j'essaye de mettre en marche mon processus digestif, enfin digestif artistique plutôt, et après j'en fais quelque chose. Donc là il y a un décalage. Après aussi ce que je me rends compte, et ça je m'en suis rendu compte avec les années, et ça c'est plus sur un rapport plus personnel, mais c'est à quel point la photographie est magique. Bon ça je me le suis toujours dit, mais tu vois par exemple, je m'étais fait la réflexion, peut-être que tu as partagé cette idée, que quand on prend une photo de toi, 99% du temps, t'es en mode ah non, je m'aime pas, machin. 2-3 années passent, Oui. tu revois l'image Complètement. et t'es en mode oh, mais j'étais trop mimes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était insupportable ce truc de pas se trouver bien en temps réel ou de pas apprécier ce qui se passe au moment T et finalement de l'apprécier que par après dans une forme de nostalgie. Et donc, il y a ça par rapport à l'image de soi, mais même, je le vois aussi, c'est assez magique, tu vois, vu que je commence à. Bah, ça va faire presque 20 ans que je fais des photos, c'est incroyable, C'est fou. c'est fou. Ça ne rajeunit pas. Donc, j'ai quelques personnes, tu vois, que j'ai vues évoluer, grandir ou vieillir dans mes images, et je trouve ça fascinant, en fait. Et donc,
parfois je me dis ah oui mais il y a des photos, tu vois, il y a des photos, il y a des moments où je me dis bah ça vaut pas la peine de faire des photos, il se passe rien. Mais en fait non, parce que c'est aussi en faisant une photo, même dans un cadre complètement personnel, un souvenir entre amis, etc. Tu graves un instant où la personne sera entre guillemets plus jamais comme elle a été, ou c'est justement dans le banal aussi que tu peux et c'est là que la photographie m'aide aussi à ouvrir les yeux sur bah, un peu une forme de reconnaissance, de gratitude de ce qui se passe autour de moi au quotidien, de mes amis, de même mon chez moi ou de mon chat. C'est débile, hein, même faire des photos de mon chat, ça laisse une trace. Et pour moi, ça me raccroche à quelque chose de l'ordre de réaliser le présent et en être super reconnaissant. Et donc vraiment la photographie banger quoi. Enfin ça m'aide, ça peut être dans toute ma vie quoi. Mais il y a un truc en plus, tu sais, tu vas figer un moment où il ne se passe rien. Et justement, le fait qu'il ne se passe rien, c'est déjà dire une époque, c'est déjà dire un moment de calme plat, quand les gens sont là, quand les gens sont bien portants, quand les gens sont complètement avec Complètement. toi. Et c'est quelque chose, et on le sait justement quand on a des proches qui partent, même quand c'est pas physiquement, mais c'est déjà que mentalement. Et tu le sais, on va revenir là-dessus avec évidemment tout le travail que tu as pu faire par rapport à ton père, Maurice. Mais c'est d'une préciosité sans nom. Moi, je suis très Ouais. vidéo aussi. C'est vrai, vidéo, c'est incroyable. Moi, je remercie mais mille fois ma mère parce qu'elle m'a offert des archives autant photos que vidéos qui sont Ah, vraiment. sublimes et qui sont tellement importantes. Parfois, je me dis, mais t'imagines si ça n'existait pas. Enfin, même il y a une époque où ça n'existait pas. Parce que la mémoire aussi, c'est spécial, tu vois. La mémoire, elle s'effrite avec le temps. Moi, j'ai besoin tout le temps de la raviver par l'image, par le son, par la voix. Parce qu'il y a aussi, je pense, une forme de culpabilité aussi quand les souvenirs s'étiolent. C'est assez fou puisque le temps ne fait que passer. Mais c'est vrai que pour en revenir à la banalité des choses, même au-delà de notre vie personnelle, je me souviens d'avoir assisté à une conférence de Martin Parr qui montrait notamment une photo qu'il avait faite, je crois, dans les années 70, d'une nana, une pompe à essence, à une voiture. Et il racontait à quel point, quand il a fait cette photo, plein de gens lui disaient mais elle sert à rien ta photo, elle est pourrie. Et, euh, et en fait, il disait mais regardez, sur cette photo maintenant, plus rien n'est pareil. Les voitures ne sont plus les mêmes, les pompes à essence ne sont plus les mêmes, les personnes, les vêtements. Et donc, c'est encore une fois se rendre compte de quelque chose d'éphémère C'est très qui fort. traverse les choses. Et moi, c'est vrai que j'ai aussi ce besoin de graver les choses. Je pense que j'ai un rapport affectif où j'ai du mal à, entre guillemets, justement, je sais pas si c'est une question de lâcher prise, parce que je suis pas forcément over control, mais c'est plus, ouais, accepter que les choses se transforment et bougent. Et la photo, bah, ça m'aide aussi à garder des petits souvenirs et à me rendre compte de ça. Et en même temps, paradoxalement, tu vois, ce qui est hyper étrange, c'est qu'on a tous un téléphone et un appareil photo dans la poche. Et donc, justement, graver des instants et avoir des images, c'est devenu un peu futile. Et là où avant, dans nos familles, enfin dans certaines familles, il y avait la tradition de l'album de famille, de même se retrouver autour de ça. Bien sûr. Aujourd'hui, on fait plus rien de nos photos d'iPhone, on en a genre 15 000 et on n'en fait rien. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et comment tu vois ça justement en tant que professionnel, le fait que maintenant plein de possesseurs d'iPhone possèdent des appareils photo argentiques, possèdent aussi des instantanés, tout ça. Comment tu vois ça? Bah, j'ai un peu plusieurs sentiments mélangés. Je suis pas sûre que mon statut de photographe me donne une supériorité ou une légitimité à avoir un avis là-dessus. Mais à la fois, je trouve ça génial que ce soit accessible pour tout le monde, même par exemple pour les enfants. Je trouve ça trop bien. Moi, justement, j'avais eu un petit appareil photo jetable quand j'étais enfant. Et je trouve ça génial d'avoir des souvenirs à hauteur d'enfant. Donc, le fait que ce soit beaucoup plus accessible, c'est trop cool. Après, le seul autre versant qui parfois me fait peur, mais qui est plus un truc général de la société, c'est qu'on est noyé dans les images et qu'on en devient complètement insensible. Et ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que les images vraiment nous coulent dessus et que ça nous, justement, ça érode un peu notre empathie ou notre sensibilité. Et voilà, quand tu as dans ton scroll un nombre incalculable d'images qui défilent, mélangeant à la fois un bombardement à Gaza, un nouveau mascara, l'influenceuse du moment ou bien un autre truc hyper, enfin deep. Il y a ce truc où ça m'inquiète un petit peu cette désensibilisation à l'image. C'est très très inquiétant effectivement parce que t'as vraiment. J'essaie de me battre auprès de mes proches pour ne pas qu'ils scrollent dès le matin quand le cerveau est particulièrement poreux, il n'est pas encore réveillé.
C'est un peu le moment où justement on dit, alors les gourous du dev perso t'expliquent qu'il faut poser ses intentions parce que t'es vulnérable, t'es limite comme s'il n'y avait pas encore de peau, tu vas former entre toi et le monde de barrières. Et effectivement, tu vas pouvoir passer par 10 émotions différentes en 10 stories, donc en l'espace de 20 secondes. Et je crois que c'est assez inquiétant pour le cerveau humain. Ouais, et puis on voit tellement de trucs. Enfin, on se rend pas. Je suis sûre qu'à un moment donné, ça va avoir un impact. Bah, de toute façon, ça a un impact sur Bien notre évidemment. concentration à tous, déjà, de base. Je trouve ça hyper triste. Même moi, hein, je le constate. Au bout de 10 secondes, tchac. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais par exemple, il y a de moins en moins de clips vidéo musicaux parce que, bah, en fait, on peut plus tenir 3 minutes sur YouTube. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Euh, mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être, j'espère que ça va nous ramener à quelque chose de la vie réelle, dans le sens où on va se lasser un petit peu Bien sûr. des formes digitales. Et c'est vrai que moi, bah, je l'ai vu notamment à travers l'exposition que j'ai faite justement sur Maurice, mon père, dont tu évoquais le projet tout à l'heure. J'ai fait une grosse exposition à Bruxelles, au hangar, de septembre à décembre. Et j'ai trouvé ça absolument fantastique. Moi qui, justement, ces dernières années, était tombée un peu dans limite. Bah, à quoi bon faire des images? Il y en a déjà tellement qui existent. Même moi, en tant qu'artiste, quoi, en tant que c'est mon métier et tout. Et en fait, le fait de transvaser les images d'un écran à quelque chose de réel qui devient un tirage et qui devient un objet et qui est physiquement devant nous, et d'être réunis dans une pièce, dans une salle qui était la salle d'exposition, et de vivre ensemble des émotions dans une même pièce, je trouvais ça tellement fort en fait, le fait que voilà physiquement, parce je trouve en effet qu'on devient un peu des légumes derrière des écrans. Et c'est inquiétant, quoi. Et justement, moi, je me souviens, et je crois que c'était au même endroit, c'est à Châtelain, de l'exposition Vol Pétrole en 2022, où il y avait beaucoup de portraits de femmes que j'aime beaucoup, et surtout, ça montrait un certain avancement de toutes les questions féministes au cours des années. Ça a été une expo importante aussi pour toi? Bah oui, forcément, parce que en vérité, bah, c'était aussi ma première vraie grosse expo, en tout cas en Belgique. J'en avais eu une euh, un peu plus petite à Arles, à la Galerie Fisheye en 2021, une à New York, improbable. Genre, j'ai exposé à New York avant d'exposer Ah si, improbable, Charlotte, au en final. Belgique et en France. Bah, un petit peu, c'est hyper loin, mais au moins, c'était incroyable d'aller à New York, genre, pour aller voir ces photos. Et j'ai adoré New York, contrairement à ce que je pensais. Et c'est vrai que bah, à Bruxelles, être à la maison, c'est incroyable. Et puis le hangar est un lieu fantastique, très très bien agencé, très bien géré, très bien placé, plein de lumière. Et donc c'était encore une fois, il y a ce truc où même en tant que photographe, où je connais mes images un peu par cœur et tout, il y a cet accomplissement d'en faire des tirages, de les mettre dans des cadres et de les mettre à des murs. C'est devenu presque peut-être une des étapes que je préfère le plus dans ce que je fais. Et c'est vrai que vol le pétrole, c'était. Alors, pour expliquer peut-être ce que ça veut dire, vol le pétrole, c'est une expression belge qui veut dire à toute vitesse, à toute berzingue. Et c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir une petite expression belge parce que je trouve qu'il y en a qui sont quand même assez rigolotes. Et c'était pour exprimer à la fois le fait que ça retraçait 10 ans de photographie qui m'ont paru passer à toute vitesse, et en même temps toutes les thématiques que j'aborde, qui sont quand même principalement reliées aux femmes, au corps féminin, au féminisme. Il y a une forme d'urgence en fait dans ces thématiques-là, de changer notre regard, encore une fois d'être plus inclusif, plus bienveillant, parce qu'il y a vraiment, à mon sens, une responsabilité dans le regard qu'on porte sur autrui et sur soi-même, mais surtout sur autrui, et que j'essaye de partager, de communiquer avec mes images. Et donc cette exposition retraçait un peu toutes ces thématiques autour du féminin. Et c'était hyper touchant. Je me souviens aussi d'un moment, je vais essayer de pas pleurer, où j'ai emmené ma grand-mère, parce que ma grand-mère était quasi aveugle, et du coup c'était la première fois qu'elle pouvait vraiment voir mes images, parce qu'elles étaient très grandes. Et c'est vrai que je pense que très inconsciemment, même dans la manière dont je construis mes images, je les construis toujours de manière à ce qu'elles soient hyper lisibles, un peu en un coup d'œil, et aussi justement pour potentiellement des personnes malvoyantes. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'accrochage, il y avait une personne malvoyante qui était dans l'équipe et qui me disait J'adore tes images parce que j'arrive à les voir même avec mon handicap. Ne pas pleurer Et donc, ça m'avait beaucoup touchée. Et c'est vrai que ma grand-mère, quand je l'avais emmenée, du coup, c'était un peu la première fois qu'elle voyait vraiment mes images parce qu'elles étaient en énorme. Et je me souviens devant des images de corps, et était là.
et ça, du coup, c'est quoi, Charlotte? J'étais là, ce sont des seins, bonne maman. Et ça, ce sont des fesses. Chaque fois, t'es là, ah d'accord, et tout. Mais voilà, donc moment particulièrement touchant pour moi de Vol au pétrole. Mais c'est très fort aussi dans un monde où l'art se veut, tu sais, parfois un peu justement edgy, un peu illisible, un peu réservé à des initiés. Toi, tu proposes quelque chose de très coloré, justement exposé sur des très grandes toiles, j'allais dire, des très grands tirages. Et au moment justement où il y a Vol au pétrole, on est à plus 5 ans de MeToo. Donc ça fait quelques années déjà qu'il y a une grosse vague. Est-ce qu'on peut parler de révolution maintenant a posteriori? Je sais pas, parce qu'il y a ce backlash maintenant et tout, mais en tout cas, il est vénère. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui ont été faites, il y a plein de choses qui ont été dites, il y a plein de choses qui ont pu être enfin clamées. Alors toi, évidemment, parmi tous tes faits d'armes, celui dont tout le monde se souvient, c'est ce clip avec Angèle, Balance ton quoi. À ce moment-là, et justement, on parle de compassion, donc du fait d'entendre les souffrances d'autrui et de les accompagner et comment dire, d'essayer d'infléchir dessus. Comment est-ce que toi, de ce genre de projet, tu essaies d'accompagner cette vague féministe? Mais parce que je pense que je peux avoir une certaine force dans ce que j'appellerais la traduction visuelle. C'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à essayer d'élaborer comment je peux dire plein de choses en une image. Donc c'est pour ça que par exemple avec Balance ton quoi, il y avait déjà évidemment la base de la chanson qui racontait des choses, mais j'ai essayé que dans le décor, dans les arrière-plans, dans la mise en scène, dans la façon dont je filme les personnages, dans le casting, je puisse raconter encore plus de choses sur la thématique parce que c'est une thématique qui est infinie quelque part. Donc je me dis, bah, alors que je ne les ai pas spécialement appris, mais j'arrive à peu près à capter les codes de la publicité ou de la mode. Et en fait, j'essaye de l'utiliser plutôt à portée, entre guillemets, éducative ou de vulgarisation ou en tout cas sur des thématiques qui sont pour moi importantes, bien plus importantes que genre vendre une crème ou un jean, quoi. Et donc de comment on peut, grâce à ces codes-là, créer des images attrayantes et qui surtout amènent un sujet sur la table. Parce que moi, le plus important pour moi, finalement, c'est que quelque part, mes images, mon travail, même si je le fais d'abord évidemment aussi pour moi et pour réparer quelque chose pour moi, je le fais aussi pour moi, ce sont un peu des prétextes pour amener des sujets sur la table et de la discussion et du débat. Par exemple, je repense aussi au petit manuel de Sex Education que j'avais fait, pareil, fin 2019-2020, où il y avait aussi des affiches dans les métros, etc., dans la rue, et je recevais des messages incroyables qui me disaient, bah voilà, je me promène avec ma maman dans la rue, elle a 55 ans, c'est la première fois de sa vie qu'elle voit un clitoris. Et ce que c'est, parce qu'il y avait une affiche du coup avec Emma Mackey qui pointait un clitoris représenté en céramique. Donc c'était un manuel qui était sorti dans le cadre de la série Sex Education sur Netflix, qui était évidemment hyper instructive et qui a beaucoup aidé justement, qui a beaucoup accompagné cette vague de pensée féministe et de déconstruction un peu des genres et de la sexualité. Et c'est vrai que c'était assez fou parce que je trouve que franchement, bah bon, après moi là je suis dans une énorme théorie depuis 2020, c'est la merde absolue. Mais et je trouve qu'on commence à le capter et à en parler. Mais 2019, pour moi, il y avait une espèce de, je sais pas, d'élan progressiste. Ouais, même on le voyait dans les urnes. Hein. Dans les écolos n'avaient jamais fait autant de scores, etc. Je trouve qu'il y avait une espèce d'espoir. On y croyait, quoi. Genre, on y croyait qu'on allait rendre un monde plus beau, plus juste, plus féministe, plus antiraciste, etc. Et même je recevais justement à Balance ton quoi, je recevais coucou, je suis Enzo, j'ai 13 ans et grâce à ton clip je suis féministe. Et j'étais là en mode oh non, c'est tellement touchant. Génial. Alors que très 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 honnêtement, aujourd'hui en 2026, je pense qu'on sort Balance ton quoi, on se prend un bide, enfin presque, tu vois. Il y a vraiment un truc où les choses ont tellement changé en si peu d'années et dans le mauvais sens. Bon après ça perso moi ça me sape le moral de fou, mais j'essaye justement de me dire ok, que faire de cette émotion et comment encore une fois la digérer, la traduire, parce que je pense que je suis pas la seule à ressentir cette émotion. Je pense qu'on est tous dans une anxiété de fou par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, toutes les crises qu'on traverse, mais je trouve que le contraste il est particulièrement vénère, quoi, quand on regarde 2019-2026, surtout sur ces thématiques là. C'est plus pareil, quoi. Je pense que les gens oublient qu'ils peuvent perdre des droits à cause du RN. Je pense que
c'est pas juste une question de ah non mais moi ça ira, enfin pas du tout. Tout est impacté, la culture, l'écologie, on n'en parle plus parce que tout le monde est gavé de ah c'est bon ils ont cassé les couilles avec leur réchauffement climatique, mais ça continue de se réchauffer. Hein. Mais tu vois, les choses ont tellement évolué que en même temps que tu parles, évidemment, je réfléchis dans ma tête parce que ce podcast est, quand je dis qu'il est autoproduit, c'est pas autoproduit genre je délègue pour 5 000 € par mois à une boîte de production. Je fais la programmation, je fais les extraits, je fais tout. Et donc là, je vois bien que les gens sont complètement zinzin en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est un sujet dont on a déjà discuté en plus. Donc je sais que par exemple, ce genre de discussion, en 2019, j'aurais mis l'extrait sur les réseaux sociaux et tout le monde aurait été là, mais waouh, mais grave, mais elle a trop raison et tout. Maintenant, ça dans un podcast long, ça passe tout à fait parce que les gens justement qui vont nous écouter, ils sont bienveillants mais au sens propre du terme, ils aiment ce que tu fais, ils aiment ce que je fais, etc. Mais sur les réseaux sociaux où n'importe qui à portée de clic sans avoir à se taper 45 minutes de nos tunnels avant peut accéder au truc, on sait qu'en fait maintenant tu te fais harceler quand tu dis des choses aussi simples que ce que tu es en train de dire, que quand tu dis en fait c'est pas normal le racisme et peut-être que les partis pour lesquels vous votez vont finalement vous enlever vos droits. Ouais, mais moi ce qui me terrifie par exemple c'est ce concept de bien-pensance. Ouais. Je comprends pas. Ouais. Parce que autant je peux enfin, je vois l'histoire de attention, position morale supérieure, etc. Mais en fait, il y a rien de supérieur à se dire que les humains devraient être égaux. Ça me paraît complètement taré. Et aussi, il y a une inversion des valeurs qui est complètement folle. Quand on dit que ce sont les antifascistes qui sont les fascistes, quand on dit que la violence c'est celle de l'extrême gauche, encore une fois, s'il n'y a pas de fascistes, il n'y a pas d'antifascistes en fait. Donc après, voilà, je pense qu'on arrive à des points de crise où il y a un repli sur soi, où il y a un nationalisme exacerbé. Mais encore une fois, la faute à qui ? On a envie de se poser la question et perso, on connaît quand même un peu la réponse. Mais et moi, pareil, il y a un truc qui me sape vraiment le moral de mon côté bisounours, c'est ce truc où il y a ce constat des inégalités et il y a ce constat aussi que, alors qu'on essaye de se battre à des échelles différentes, que ce soit sur le terrain, sur les idées, dans des podcasts, dans l'art, etc., et de voir que ces inégalités ne font que se creuser, ça me déprime, quoi. Mais en même temps, il faut garder la foi, garder l'espoir. Moi, il y a une personne comme ça qui m'inspire beaucoup, c'est Claire Nouvian, de l'association Bloom. Elle est assez fascinante parce qu'elle te dit qu'elle est hyper pessimiste, mais son twist, c'est qu'elle te dit « Ok, là, la planète, elle est foutue pour les 1000 prochaines années. Genre, c'est un fait scientifique. Mais on va sauver la moindre cellule qu'on peut encore sauver. » Genre, en mode, c'est la théorie du « au moins pire ». Et du coup, parce que souvent, perso, je me retrouve un peu submergée de désespoir, hein, pour être très très honnête, de pessimisme, de me dire, mais en fait, tout est foutu. Après, je suis en train de capter qu'il y a aussi une stratégie politique derrière ça, de nous sidérer d'infos négatives. Et donc, je trouve ça assez beau parfois de me dire, oui, mais chaque miette sauvée est une miette sauvée. Et donc, le voir plus comme ça, plutôt que on va tout sauver, non, on n'y arrivera pas. Mais on va sauver miette par miette, ce qu'on peut sauver encore. Mais je suis venue en vélo jusqu'à chez Bug Market pour faire cet entretien. Et sur le vélo, je sais pas pourquoi, justement, je me disais, en fait, le fait qu'on réussisse à empêcher... Donc c'était une pensée très pessimiste sur le féminisme. Et pareil, ça, je le dirais pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de décourager les gens. C'est des choses que justement le format long permet parce que je sais que les gens vont écouter l'épisode en entier et comprendre pourquoi je dis ça et pas juste se prendre cette info qui peut leur sembler négative et même pas qu'ils vont me harceler mais leur faire de la peine, en fait. J'ai pas envie. J'ai l'impression, à titre très personnel, là où avant j'avais de l'espoir et je me disais on va révolutionner le monde et il y aura plus jamais d'agression sexiste, il y aura plus jamais de féminicide, il y aura plus jamais de viol, il y aura plus jamais tout ça, je n'y crois absolument plus. Et je suis tombée malade après l'affaire Pellico. Donc il y avait eu beaucoup de fatigue, j'avais organisé la manif Place de la République avec mes copines MC Danse pour le climat et Blanche Sabat de la Nuit à Paris. Enfin, et puis après je m'étais retrouvée dans toutes les guéguerres internes des mouvements féministes parce que ça aussi, on en a déjà discuté. C'est infernal et moi je crois que si on est vraiment porté, ému sincèrement par une cause, on pense même pas à ces trucs-là de pouvoir. Donc, je suis tombée malade après tout ça, pour tout ça. Et je me demande si ce qui a pas aussi joué, c'est que je me suis dit, après des années justement à lancer des hashtags, organiser des manifs, faire des campagnes et donner beaucoup de choses pour cette cause, j'ai pas eu cette réalisation que, putain, si une affaire Pellico, ça peut arriver, c'est vraiment que
l'être humain, l'homme, est profondément mauvais et on pourra rien y faire. Et en fait, tout à l'heure, je repensais à ça en vélo et je me disais, bon, c'était déjà il y a 1 an et demi, 2 ans, cette séquence où justement j'ai eu cette perte totale d'espoir et que je tombais malade, mais pas mentalement, cette fois-ci physiquement vraiment. Je me suis dit, en fait, oui, effectivement, c'est méga compliqué la situation là qu'on fait face. Maintenant, et c'est là que je rejoins ce que tu rapportes des propos de Claire Nouvian, si on peut aller dans des interstices, sauver des femmes, sauver au moins des destins individuels, sauver des existences, sauver des familles, il faut qu'on continue à le faire. Il faut qu'on continue à le faire. Et je crois qu'on a quand même fait se lever un vent de sororité. Et à nouveau, pas la sororité qu'on met sur des t-shirts de start-up ou la sororité des dîners de femmes inspirantes qui n'inspirent qu'elles-mêmes et qui ne se connaissent qu'entre elles. Mais vraiment la sororité de ce qu'on a réussi à comprendre et ces espèces de clins d'œil qu'on se fait derrière le dos des hommes quand ils disent des dingueries et ce truc de je t'ai comprise dans exactement ce que tu dis même si on ne se connaît pas, je te comprends. Il y a quand même quelque chose un vent qui s'est levé qui je crois ne pourra pas refaiblir parce que tu vois on a un peu chaussé les lunettes, on pourra pas ne plus voir ce qu'on a vu. Bah oui, c'est vrai que ça m'évoque deux choses assez distinctes. C'est qu'il y a évidemment, comme d'ailleurs sur l'écologie, la politique et tout, on peut pas responsabiliser individuellement, en mode c'est que les gestes individuels qui comptent, alors qu'il y a tout un système complètement fucked up qui nique tout, bien sûr. Mais moi, j'ai souvent ce truc un peu de syndrome de sauveuse insupportable, sur lequel je travaille énormément et où j'essaye de toujours mettre la barre moins haut parce qu'en fait, on peut pas dire ah je vais sauver le monde ou genre je vais gravir cette immense montagne. Non, j'essaye de aussi me recentrer sur bah autour de soi. Et aussi de manière locale, comment tu peux aider une personne à proximité. Ou par exemple, j'ai fait la rencontre récemment d'une petite dame âgée dans la rue qui est aveugle et qui est sans logement. Bah, je l'ai accompagnée pendant plusieurs semaines, même avec ses rendez-vous sociaux, et je me suis confrontée aux travailleurs sociaux, à l'impuissance qu'ils endurent de avoir tous les services complètement saturés, avoir l'État qui en a rien à cirer de ça, et à être dans une position de je suis travailleur social, je suis censé pouvoir t'aider et je ne peux pas, et je suis confrontée à la détresse tous les jours, à la précarité totale. Et moi, j'ai une compassion énorme pour ces gens. Et je réfléchis souvent à l'image des dominos, où tu vois, par exemple, après, je pars un peu dans tous les sens, mais par exemple, il y a, je crois que c'est le GIGN ou non, ou l'IGPN, la police des polices. Ah oui, l'IGPN. L'IGPN, voilà. GIGN, c'est la brigade d'intervention quand il y a un forcené. Pas ouf, mais voilà, donc IGPN. Comme je me dis, mais il devrait y avoir des psys de psy. Enfin, en fait, il y a tout un système où, en fait, encore une fois, entre humains, on est hyper connectés et interdépendants. Et on a tous besoin d'une épaule, en fait. Ouais. Donc, à partir du moment où les épaules s'effondrent, ça s'effondre en domino. Comme en même temps, ça peut aussi tenir en domino. Et voilà, bref, c'est des images qui m'évoquent et qui m'inspirent. Et voilà, parce qu'on a vraiment une interdépendance entre humains qu'on oublie, en fait. Ça me touche beaucoup que tu parles des travailleurs sociaux parce que ma mère l'est. Et justement, c'est un truc qui souvent me fait beaucoup de peine quand je me retrouve dans ces... À nouveau, je cite ça parce que je sais que on est très souvent dans ce genre de repas, des repas qui sont vraiment brandés, repas de femmes inspirantes, machin. Alors parfois, il y a des trucs où vraiment ça va réunir des femmes artistes, etc. Il y a vraiment des échanges d'idées qui se font. Et parfois, c'est bullshit à mort. Et purée, moi, je pense... T'as parfois cette espèce de tour de table où les meufs disent « Et je suis hyper honorée d'être entourée de femmes aussi inspirantes. » Et je pense au fait qu'on est juste sur des personnes bien nées ou bien mariées. Et je vois ma mère qui est travailleuse sociale. Et je suis pas là pour faire du pathos sur son dos parce que même elle est pas du tout dans ça. Mais je veux dire, en fin de carrière, ça touche les deux cas péniblement. Ils font des heures de malade, au sens où, je veux dire, t'as pas le truc de tu vas chiller, brainstormer, machin. Non, t'es vraiment la tête dans la merde et tout. T'as la majorité des collègues qui sont en arrêt, maladie, burn-out, machin. Il y a un retard. Je pense que si les gens savaient, je vais pas la foutre dans la sauce en révélant tout ce qu'elle me raconte, mais si les gens avaient idée d'à quel point
le pays est dans la merde du fait des restrictions budgétaires qu'on met sur les travailleurs sociaux et sur le fait que du coup, ils ne peuvent absolument plus s'occuper dans les délais des gens, y compris face à des situations d'urgence, de maltraitance, etc. Et c'est ces gens-là qu'on presse comme des citrons, comme les infirmières, métier que ma mère d'ailleurs du coup exerçait de base. Putain, c'est des métiers. Les gens, ils touchent 2K. Et justement, je trouve que dans nos milieux, parfois, quand tu parles à des gens qui te disent oui, donc là, j'ai chopé un contrat pour montrer mon trou du cul, c'est payé 7000, ça me fait chier. T'es là. Tu sais que moi, du coup, quand j'ai commencé justement à faire des conférences ou même des collaborations sur Instagram sur des sujets précis, parce que je fais assez peu ça. Là, typiquement, le podcast, j'ai pas encore touché 1 € dessus. Donc, quand France Travail va s'arrêter en juin, je pense que ça va me faire tout drôle. Mais j'ai toujours eu cette culpa de me dire putain, là, s'il faut, sur cette collab avec Bumble ou avec L'Oréal, je touche plus que ce que ma mère gagne en un mois. Et fine, en fait, c'est le marché qui fonctionne comme ça, donc je n'y suis pour rien, ma mère y est pour rien. Mais comment lui dire, tu vois ? Parce que quand tu vois ces gens-là comme ils bossent, et c'est très bien que tu l'évoques. Et je trouve ça aussi amusant. Enfin, c'est pas amusant au sens drôle, je me bidonne. Mais c'est amusant que toi, tu es le syndrome de la sauveuse et que tu ailles aider des gens en temps réel, ce que tout le monde devrait faire par ailleurs, en sachant à quel âge tu t'es retrouvée aidante. Si t'avais 19 ans, si je me trompe pas. Même 17. 17. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père ? Du coup, moi, mon papa était assez âgé, puisqu'il avait 61 ans quand je suis née, mais il était en super forme jusqu'à ses 79 ans, donc quand j'avais 17 ans. En plus, moi, j'avais cette petite pensée magique de mon père est médecin, donc c'est un super-héros, donc il ne sera pas malade. Lol. Mais évidemment, ça n'arrive pas que aux autres. Donc, le cancer est venu frapper à notre porte. Il s'agissait d'un cancer du cardiaque, qui est la jonction œsophage-estomac. Et on avait quand même le privilège d'avoir les connaissances scientifiques, médicales. Ça aide énormément aussi, versus quand tu comprends absolument rien à ce que te dit le docteur. Ça aide à comprendre et à vivre les choses. Et pour la faire courte, il a eu que 3 mois de chimiothérapie. On a pu opérer la tumeur, sauf qu'il a eu des complications post-opératoires en faisant une allergie à un médicament. Et donc, il a fait plusieurs arrêts cardiaques. Son cerveau a manqué d'oxygène et il a été plongé dans un coma artificiel pendant 1 mois et demi, dont il est ressorti avec des séquelles neurologiques définitives. Donc, somme toute, il est ressorti de l'hôpital, il n'avait plus de tumeur, mais il avait le cerveau modifié à jamais. Donc ça a été un peu une déflagration dans ma vie. Évidemment, ça a coupé net ce côté. J'allais dire mon enfance. En fait, c'est juste que j'ai pas eu d'adolescence. En fait, je suis passée de enfant à adulte direct, et je suis devenue la mère de mon père avec ma maman qui a été formidable, qui est médecin aussi, médecin psychiatre, et qui heureusement aussi avait ces skills de médecin de repérer mais attends là il a le teint jaune, ça va pas, il faut qu'on aille à l'hôpital, des choses comme ça. Et qui a été aussi une aidante formidable. Et donc, je remercie ma mère aussi pour tous les sacrifices qu'elle a fait parce que c'est incroyable. Donc voilà. Et c'est vrai que du jour au lendemain, mon papa, il était complètement dépendant. Donc, heureusement, il le reconnaissait à la sortie du coma, mais il a fallu tout lui réapprendre parce qu'il savait plus rien faire tout seul. Donc, il fallait l'habiller, le laver, lui donner à manger, l'aider à marcher, à se déplacer. Et donc, je pense que ça m'a appris énormément. C'est sûr que ça a aussi énormément boosté mon empathie. Je pense aussi que j'ai des skills du coup pour m'occuper des personnes âgées. Je l'ai remarqué parce que j'ai d'autres amis qui sont complètement désemparés face à une personne âgée et moi c'est vrai que j'arrive tout de suite à adapter ma manière de parler, d'aider à se lever, des choses comme ça. Et quand tu parlais de l'inspiration que tu as par rapport à ta maman, moi je pense aussi évidemment à ma maman, mais aussi aux aides-soignantes qui nous ont accompagnés, aux aides familiales qui, pareil, sont payées au lance-pierre, alors que littéralement, elles ont sauvé nos vies. Parce qu'en fait, quand tu es dans un quotidien d'aidante, ma maman, elle travaillait, moi, j'étais au lycée. En fait, tu es épuisée H24 parce que mon père, en fait, il se levait aussi tout le temps la nuit. Donc, on a ce truc d'hyper-vigilance, un peu comme les nouveau-nés, où, attention, il va tomber, attention, il peut faire une connerie, nan. Puis tu te réveilles en te demandant s'il ne s'est pas levé, s'il n'est pas tombé, s'il n'a pas fait n'importe quoi. Bien sûr. Donc, et les aides-soignantes, les aides familiales, genre, vraiment, je les porte tellement dans mon cœur parce que c'est pour moi, elles sauvent des vies et on n'en parle pas du tout assez et elles n'ont pas du tout le salaire qu'elles méritent d'avoir. Et voilà quoi. Donc, d'ailleurs, le mot aidant, moi, à 17 ans, je le connaissais pas du tout et je me sentais très seule, surtout qu'en plus,
j'étais clairement en décalage par rapport aux autres de mon âge. À cet âge-là, normalement, tu sors, tu découvres la vie, tu découvres les autres, tu découvres les corps. Et moi, j'étais infirmière, quoi. Mais voilà, ça fait partie de mon parcours de vie. Et je suis aussi extrêmement reconnaissante d'avoir pu en faire un projet artistique parce qu'encore une fois, le projet artistique m'a fondamentalement aidé à changer mon regard sur la maladie de mon père. Et faut savoir que mon père, il a eu genre 2-3 ans de convalescence où il était vraiment très mutique, très endormi, avec beaucoup de rechutes. Et il a commencé à aller mieux seulement au bout de 2-3 ans, alors qu'il était très âgé et que les médecins étaient assez pessimistes. Et c'est le fait qu'il ait commencé à aller un petit peu mieux que j'ai voulu faire un projet photographique sur lui qui ont vraiment fait un combo où je me suis dit mais en fait je veux plus subir cette situation, je veux l'apprivoiser et en voir la poésie. Et finalement de ce qu'on aurait pu croire que mon père a été diminué par ses séquelles, bah moi je le voyais plus comme un petit personnage sur une autre planète qui d'ailleurs, en plus, il avait beaucoup de fulgurances qui lui revenaient, de souvenirs même scientifiques très précis, très intelligents. Enfin, c'est encore différent, par exemple, d'une personne Alzheimer, où c'est vrai que dans la maladie d'Alzheimer, il y a une espèce de fatalité qui est super difficile à apprivoiser, justement. Mais dans le cas de mon papa, c'était beaucoup plus fluctuant. Et la photographie, elle m'a aidée, même au point, par exemple, même dans mon rôle d'aidante. C'est-à-dire qu'au-delà de voir la maladie de mon père avec beaucoup plus de poésie, de joie, bah, par exemple, dans le projet, je voulais avoir son écriture manuscrite. Et je me suis rendu compte, mais tiens, ça fait 3 ans qu'il n'a pas écrit et que je n'ai pas pensé à lui faire écrire. Donc, que se passe-t-il si je mets une feuille de papier devant lui et que je lui dis, tiens, écris. Et il s'est mis à écrire presque un peu des poèmes un peu surréalistes, même la manière dont il disposait les mots sur la feuille, c'était hyper beau. Et j'étais trop contente de me dire, bah tiens, en tant que photographe, en tant qu'artiste, ça m'a donné des idées de stimulation en tant qu'aidante que j'aurais pas eu sans mon projet. Mais en plus, c'est fort que tu aies réussi à trouver un soutien en tant qu'aidante dans l'art. Parce que c'est vrai que, bon, je te l'ai dit avant l'émission, moi c'est un sujet trop sensible en ce moment, je ne peux même pas en parler parce que sinon je vais soit pleurer, soit ne pas pouvoir sortir cet épisode. Mais, parce que c'est trop frais et trop actuel surtout. Mais je l'ai vu là, c'est cette dernière année, ces 2 dernières années, que une personne aidante ne va pas toujours être soutenue comme le serait une personne en deuil, par exemple. Ou une personne en deuil, on sait parfaitement ce qu'elle est en train de vivre, on connaît, c'est quelque chose qui est extrêmement documenté, on a toute une pop culture autour du deuil, etc. Et être aidant, c'est pas glamour, parce que c'est aider au quotidien, dans les tâches les plus pragmatiques et les plus perçues comme serviles. Et en fait, tu as ce truc où, au début, bah, tu le disais toi-même, tu connais même pas le mot d'aidant. Donc tu te retrouves face à ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui se retrouve soudainement aidante, qui toi aurait pu t'aider dans ton parcours si tu l'avais su plus tôt? Bah alors c'est assez drôle ce que tu dis parce que moi je trouve que alors je suis d'accord avec toi qu'on donne pas du tout de reconnaissance et on capte pas ce que c'est les aidants, mais par contre je trouve pas tellement qu'on aide les personnes en deuil. Enfin je trouve justement qu'il y a aussi un tabou sur le deuil et les personnes en deuil et encore à la rigueur avant on s'habille en noir même plus. Enfin il y a un truc de plus il y a limite ta montre en mode c'est bon t'as fait ton deuil, Oui, il on faut peut passer passer à à autre autre chose. chose. Tu l'as vécu comme ça? Oui aussi. Après moi j'ai beaucoup tu mon deuil. Mais aussi parce que j'avais ce pressentiment de il n'a pas de place auprès des autres. Je pense que c'est aussi très culturel, hein, très occidental probablement. Et peut-être que ça a aussi un lien avec la foi. Enfin, il y a plein de regroupements autour du deuil et de comment on le vit. Mais c'est une question que je trouve passionnante et dont je pourrais parler pendant des heures. Et pour en revenir aux aidants, bah, c'est vrai que... Après, moi, je me souviens que, par exemple, tu vois, quand j'avais mon âge, j'en voulais un peu aux gens autour de moi, mes amis et tout, de pas comprendre. Par exemple, c'est débile, hein, mais quand on me disait ça va, je détestais qu'on me dise ça va, je voulais qu'on me dise comment ça va aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est tellement un combat au jour le jour de petites choses, mais en même temps, tu vois, je me suis vite rendu compte que, bah, en fait, je peux pas en vouloir aux gens qui l'ont pas vécu, parce que, à mon sens, tu peux le comprendre que quand tu le vis, malheureusement, comme probablement plein de choses dans la vie. Mais il y a en effet cette peut-être que si on je ne sais pas, hein, mais peut-être que si on compare ça à avoir un nouveau-né, et du coup les difficultés que c'est de s'occuper d'un nouveau-né, sauf qu'un nouveau-né, il grandit, il va vers la vie, c'est quand même un petit peu différent d'une personne âgée. Mais je dirais par rapport aux aidants,
déjà, la culpabilité, ça sert à rien. Enfin, de se dire: «J'en fais pas assez» et cetera. Même si, c'est des émotions qui nous traversent. Et ensuite, un peu dans le concept de une chambre à soi, de cultiver quelque chose pour soi, même si malheureusement c'est difficile parce que moi je me souviens que, on avait le temps de rien, quoi. Comme d'ailleurs, encore une fois, comme des jeunes parents qui ont à peine le temps de prendre une douche ou pas, tu vois. Mais je pense que écrire c'est fondamental, mais de toute façon dans toutes les étapes de la vie, écrire, sortir des choses de soi, parce qu'encore une fois, c'est toute une question d'emmagasiner ou de laisser les choses se nécroser en soi. Donc les sortir, le moyen le plus accessible, c'est l'écriture. Moi, ça a été aussi de m'échapper avec mes images, c'est-à-dire que je faisais un petit peu de photos de mon père, mais finalement très peu pendant cette période où il allait vraiment mal. Et je faisais beaucoup des shootings de mes copines dans les champs, dans quelque chose de bucolique, de féerique. Donc d'avoir une échappatoire à soi, qui nous permettent d'avoir du rêve, d'avoir une porte de sortie, et d'oser aussi, peut-être que je le faisais pas tant à l'époque, je le fais plus avec le deuil maintenant, mais d'oser dire les choses. Par exemple, tu vois, par rapport au deuil, j'ai fini par apprendre à dire à mes amis, voilà, mon père il est mort le 4 septembre. Le 4 septembre, c'est une date particulièrement difficile pour moi. Je veux que vous pensiez à moi le 4 septembre. Et si vous le faites pas, je vous emmerde. Et ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Moi maintenant, j'ai mes amis, ils m'envoient un petit cœur le 4 septembre et ça me touche d'autant plus en fait. Parce que, d'ailleurs, souvent je fais une story aussi sur Instagram parce que parfois je suis en mode, ça suffit pas mes amis, il faut que tout le monde pense à Elles sont Maurice. trop belles tes stories à chaque fois. Merci. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une vraie éducation à faire autour du fait que, par exemple, les dates, c'est très bizarre, mais on n'y échappe pas trop parce qu'on revit les souffrances presque de manière un peu dans la chair, quoi. Ça peut le faire d'ailleurs à la date d'anniversaire, mais surtout à la date de mort. Donc même moi, parfois, quand j'ai des personnes qui me parlent de récits de deuil, j'essaie de noter en scred la date et d'envoyer un petit cœur. Alors, il y a des rapports mitigés, hein, parce qu'il y a des gens qui, justement, ont un rapport à la date en mode limite, ils ont une zone floue sur la date où ils préfèrent pas y penser. Moi, par exemple, sur ma grand-mère, j'ai un autre rapport à la date, mais je pense parce que peut-être qu'il y a eu une période un peu plus agonisante, un peu glauque, qui fait que la date s'est pas inscrite dans ma tête par rapport à mon père. Mais n'empêche que, je le vois aussi dans les réactions aux stories, etc., à des gens qui me disent merci d'avoir mis les mots là-dessus, parce que c'est vrai aussi que quand on est en deuil, on a beaucoup de mal à mettre les mots, parce qu'aussi dans le deuil, il y a un rapport où, à mon sens, en tout cas, je parle pour moi, on est d'abord dans une fuite de nos propres sentiments, de nos propres émotions. Moi, je me souviens que je voyais ça comme une trappe que je ne devais surtout pas ouvrir. Et donc, je refoulais toute pensée de mon père ou quoi ou qu'est-ce. Et j'ai mis du temps je le voyais un peu comme Lucky Luke, mais à me décider d'affronter mon deuil et de lui faire face et de le regarder en face et de prendre un peu le taureau par les cornes. Oui, mais après, contrairement à beaucoup de gens, pendant une période qu'on pourrait qualifier de deuil blanc, toi je sais pas comment tu l'as vécu, mais tu sais, tu vois ce que c'est la notion de deuil blanc. De toute façon, je vais réexpliquer pour les gens. J'ai appris récemment, ouais. Mais il y a un épisode d'émotion que je n'ai pas réussi à écouter par ailleurs, cet épisode-là. Mais comme c'est mon podcast préféré, j'imagine qu'il est merveilleux et que c'est merveilleusement bien expliqué. Mais le deuil blanc, du coup, c'est le fait de faire le deuil d'une personne qui est encore en vie. Donc ça peut être pour plein de raisons, mais notamment parce que la personne a, comme on dit communément, perdu la tête. Le deuil blanc, il y a plein de gens qui le fuient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un se dégrade, ils choisissent de ne plus du tout être là. Et tu as peut-être vu des gens dépeupler la vie de ton père à ce moment-là. Ils ne supportent pas. Il y a des gens qui ne supportent pas la maladie. Ils vont pas voir leurs proches malades à l'hôpital parce qu'ils n'en sont pas capables. C'est pas un jugement, ils n'en sont pas capables. Il y a des gens, une fois que quelqu'un perd un peu la carte, ils veulent plus voir non plus la personne parce que c'est trop douloureux pour eux. Et voilà, c'est ainsi. Toi, tu n'as pas eu le choix que de l'affronter, cette phase-là qui est donc une phase de deuil blanc. Est-ce que si, au moment du vrai deuil, c'est-à-dire au moment où ton père décède, où ton père est parti, eh bien, t'as pas eu un truc où tu t'es dit peut-être même inconsciemment, j'ai déjà fait mon deuil en grande partie, là maintenant, ça y est, enough avec ça, c'est bon. Ah ouais. Pas vraiment, parce qu'au final, je sais pas vraiment si j'étais totalement en deuil blanc, dans le sens où même me dire qu'une partie de mon père était morte, c'était un peu trop dur de me dire ça quand il s'est réveillé du coma. Mais le fait est qu'en effet, il y avait quand même des choses qui étaient changées à tout jamais. Mais en même temps, il était quand même encore lui-même. Donc tu vois, c'est pour ça que je différencie par exemple d'une personne qui est en démence totale ou qui est en Alzheimer ou des choses comme ça. Après, moi, encore une fois, je pense que c'est la photographie qui m'a immensément aidée à le voir d'un autre œil. Peut-être que si j'avais pas eu ça et que j'avais juste
été dans vraiment, en fait, les aspects négatifs, point, ça aurait été différent. Après, le fait est que c'est marrant parce que c'est des questions. Moi, par exemple, je suis passionnée quand je rencontre d'autres gens qui ont. Souvent, c'est plutôt perdu un parent. Maintenant, avec les années, bah, ça commence à devenir plus commun. J'ai 32 ans. Mais c'est vrai que quand j'ai perdu mon père à 24 ans, il y avait ce truc de bah, c'est pas ultra commun de perdre son père aussi jeune, entre guillemets. Et je trouve ça fascinant de croiser les récits de personnes endeuillées parce que c'est tellement différent selon si le décès est brutal, si le décès advient suite à une longue maladie, selon aussi en bons termes ou en mauvais termes qu'on s'est quitté, etc. Il y a tellement un éventail de deuil possible. Mais après, moi, pour être honnête, bah, la mort de mon père, je me la suis mangée en plein dans la gueule, hein. En plus, il est décédé littéralement dans mes bras. Donc, je ne pouvais être que confrontée à sa mort. Et ça a été très, très difficile. Et après, ce qui a été hyper étrange, c'est que bah, j'étais en pleine finalisation de mon projet de livre sur lui. Et le livre, en fait, devait sortir, et d'ailleurs est sorti le 3 novembre 2018, date à laquelle initialement il était tombé dans le coma. Et en fait, avec les années, on a décidé d'en faire une date de célébration de sa survie plutôt qu'une date traumatique de sa plongée dans les enfers. Et en fait, donc il est décédé le 4 septembre 2018. Et en fait, j'aurais pu dire, bah non, pause, stop, je fais pas le livre, pas maintenant, c'est trop dur. Et en fait, non. 10 jours après, j'étais à l'imprimerie, ensevelie sous les photos de lui qui s'impriment. Et en fait, j'ai été vraiment portée par la sortie de mon livre parce que ça a été comme si ça prolongeait un peu sa vie. Peut-être que ça m'a d'ailleurs un petit peu illusionnée à court terme pendant quelques mois. D'ailleurs, je galérais, je parlais de lui moitié présent, moitié à l'imparfait. Bah, il y est profondément vivant aussi dans ce livre. C'est vrai. Et je pense que j'ai été vraiment portée par cette transition. Je pense que le deuil, je me le suis mangé un peu après coup, genre 6 mois, 1 an après, où ça a été plus dans le dur. Mais pour moi, le deuil, c'est vraiment un processus long. On ne fait pas son deuil, on l'apprivoise, encore une fois, on vit avec, on le transforme, on l'adoucit, on l'accepte. Et il finit par être... il réduit, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu un truc qui, au début, est plein de picots et prend toute la place et t'éventre de partout. Et au fur et à mesure, tu polis les angles, tu le rends plus doux et il fait quand même partie de toi, mais il est moins douloureux. Et ça, c'est quand même aussi le temps qui fait ça. Et personnellement, c'est aussi d'avoir fait dans la réédition de mon livre qui est sorti en 2025, où j'ai abordé le deuil dans un chapitre supplémentaire, etc. Encore une fois, c'est le fait d'avoir décidé de me dire, bah tiens, en fait, c'est bizarre, Charlotte, que tu fasses rien de ton deuil. Dans le sens où... C'est ce que je dis aussi dans le chapitre, c'est on parle de faire son deuil, mais pour moi c'est que faire de son deuil, c'est-à-dire comment je le transforme, comment je le confronte et comment je danse avec quelque part. Donc j'ai surtout écrit. Et je me suis mise un peu à la recherche de signes que je voyais de mon père, alors que justement je suis athée de base, mais me raccrocher à 3 fois rien, tu vois, à une devanture où il y a écrit Maurice, à sa chanson préférée ou à sa cravate ou son nœud papillon. Enfin, j'essaye de me raccrocher à 3 fois rien pour sentir encore sa présence. Et finalement, je me suis dit, bah, si j'ai réussi à changer mon regard sur la maladie, peut-être que je peux me donner le challenge de changer mon regard sur son absence. Et finalement, le chapitre se conclut par la phrase de Lavoisier rien ne se perd, tout se transforme. Enfin, d'ailleurs, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça m'a vraiment fait un peu un électrochoc de me dire ça, de me dire bah oui, en fait, j'ai pas perdu mon père. Il est juste plus dans ma vie de la même manière. Mais tu vois, par exemple, si j'entends une blague ou si je sais pas, j'ai une pâtisserie vanille noix de pécan, je me dis putain, il aurait trop aimé ça. Et dans ces petites choses-là, bah, je le sens toujours vivant, quoi, quelque part. Donc je sais même plus quelle était la... Ah oui, en plus, on parlait de deuil blanc au début. Bah oui, c'est-à-dire Non, que... on a glissé, oui, justement. On a glissé, mais... Oui, mais en fait, ce que tu racontes, c'est marrant parce que... avant, on avait vraiment des représentations du deuil où la personne est partie, c'est fini, ou tu le reverras plus tard, suivant voilà, les croyances. Mais c'est vrai que de plus en plus, maintenant, on a
avec l'évolution de la spiritualité, cette idée qui se dit, en tout cas verbalement de plus en plus, de l'impression de la personne qui est là, tout autour, qui ne nous quitte jamais vraiment, etc. C'est extrêmement beau, je trouve. C'est plein d'espoir en plus que tu dis. En plus, tu vois, c'est marrant parce qu'à chaque fois, je me dis, mais est-ce que je suis dans l'auto-persuasion? Genre, est-ce que je me raconte des histoires? Mais dans tous les cas. Mais en fait, quoi qu'il arrive, d'ailleurs, j'ai cru lire un truc comme quoi le cerveau, il sait pas faire la différence entre ce qu'on croit et ce qui est vraiment vrai. Comme par exemple, croire, est-ce que je crois être amoureuse ou est-ce que je suis amoureuse? Apparemment, pour le cerveau et le corps, c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc, au final, de vouloir être plus apaisé. Et moi, ça me ferait trop de mal de me dire, bah, mon père ne fait plus partie de ma vie, mon père est mort et c'est fini. Bah, je préfère entretenir ce truc en moi avec lui où je l'entends parfois dire un truc, où je sais qu'on aurait fait la même blague ou des choses comme ça. Et puis après, il y a aussi un autre fait qui est que bah, moi, je lui ressemble quand même beaucoup. Donc je le vois aussi dans le miroir ou sur une photo où je me dis, ah putain, je sais que je vais ressembler de ouf à mon père. Donc je sais qu'il reste avec moi de cette manière-là aussi, quoi. Le livre dont tu parles, il s'appelle Maurice, Rigolade et Tristesse. C'est trop mignon, c'est Tristesse et Rigolade. Tristesse et Rigolade. J'aime bien aussi à l'envers. C'est lui qui a trouvé ce titre parce que tu lui as montré justement l'ensemble des œuvres qui composaient le livre et tu lui as demandé un peu ses impressions et c'est lui qui t'a dit ça, donc tu lui as fait écrire à la main Tristesse et Rigolade. Et je me demandais justement par rapport à ce titre, dans quelle mesure t'arrivais, avant même que lui ne te le dise, à intégrer l'idée dans ton œuvre qu'au milieu de qu'on puisse avoir des émotions très contraires et qu'au milieu de la peine, justement, puisse venir s'insérer de l'espoir, puisse venir s'insérer des émotions très positives et très vivantes finalement. Bah, la vie n'est que ça. La vie n'est faite que de drames et de joie, de bonheur et de malheur, d'ombre et de lumière. D'ailleurs, la phrase d'Ormesson. C'est vrai, ah oui, c'est vrai. Sur les roses et les épines. Complètement. Mais c'est vrai que très tôt, j'ai percuté ce truc. Alors moi, c'est marrant, je le voyais presque comme une théorie de vague, où je me disais, bah, quand je traverse des moments trop difficiles, j'ai forcément des moments lumineux qui vont suivre. Et si je traverse des moments trop difficiles, trop lumineux, j'ai forcément des moments sombres et difficiles qui vont arriver. Je l'ai toujours un peu vécu comme ça, et du coup, un peu comme sur un paddle, de garder l'équilibre parmi les vagues, tu vois. Mais c'est vrai que bah, ça me touchait en fait, surtout que ça vienne de mon père, ce truc de tristesse et rigolade, parce que finalement, je pense que c'est un truc de toute sa vie entière, puisque lui-même, il a été enfant caché, il a survécu à la Shoah. Donc, rien que dans ça, il y avait aussi cette force incroyable de vie et de mort. Puis il a consacré sa vie à la médecine, à la recherche scientifique, aux soins de l'autre, à comprendre, à soigner, à réparer. Et en même temps, il était pétri d'anxiété et de trauma et en tout genre, comme tout être humain névrosé, que nous sommes tous d'ailleurs. Mais c'est vrai que je trouve ça rassurant en fait justement de se rendre compte de tristesse et rigolade. Je trouve que c'est rassurant quand on pleure de savoir qu'on pourra encore quand même rigoler. Et quand on rigole, bah, on garde la saveur de notre rigolade, de savoir qu'on peut être triste, parce que si on rigolait tout le temps, bah, ça n'aurait pas la même valeur. Donc je pense que c'est littéralement le fait de la vie. Et je pense que c'est d'autant plus essayer de s'éveiller à se rendre compte et à être reconnaissant de tous ces moments d'émotion qu'on peut traverser et d'accepter aussi la tristesse. Moi, j'ai quand même des énormes parts de mélancolie en moi. Et en fait, je décide de les accepter, quoi. Ça fait partie de moi. J'allais te demander justement le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute, mais je crois que là, ce que tu viens de dire, justement, c'était un formidable mot de fin. Bah oui, c'est vrai, et encore une fois, de pouvoir sortir les choses de soi par quelconque manière que ce soit, selon les sensibilités, si c'est dessiner, si c'est écrire, si c'est faire des images, mais je pense que fondamentalement, on est des êtres qui avons besoin de transformer les choses pour survivre, en fait. Et notre sensibilité aiderait les autres à se comprendre, du coup, et à avancer. Oui, ça, je pense vraiment. Et puis, je pense que en ayant cette envie de réparer, quelque part, c'est aussi ça, hein. Fondamentalement, c'est réparer, c'est soigner, à la fois pour soi et pour les autres. Enfin, par contre, tu vois, si je peux me permettre d'avoir ton avis aussi là-dessus, c'est que je comprends pas du tout les gens qui disent
on peut pas aimer les autres si on s'aime pas soi-même, d'abord. Ça, j'ai toujours pas compris cette phrase. Parce que pour moi, limite, c'est aussi en aimant les autres qu'on apprend à s'aimer. Et en fait, vu le nombre de gens qui s'aiment pas sur Terre, c'est-à-dire qu'ils aiment personne, c'est horrible. Donc ça, j'y crois pas trop. Je glisse ça comme ça, mais je moi, la pense façon dont je que vois aimer, cette phrase, c'est trop beau, quoi, tout court. c'est que les gens qui ne s'aiment pas soi-même, eux-mêmes sont des gens donc, qui rencontrent des problèmes, mais comme la majorité des êtres humains, encore une fois. Et du coup, peuvent être pétris de ressentis, ce qui du coup peut te rendre aigri et peut te rendre méchant, et que donc il faut travailler dessus avant de pouvoir prétendre aimer les autres. Et il y a aussi l'idée, on entend souvent dans le champ amoureux, que si tu ne t'aimes pas toi-même, alors tu ne te connais pas, tu passes pas du temps avec toi-même, etc. Tu ne sais pas exactement ce que tu veux et tu vas aller vers des choses qui te maltraitent. Je crois que c'est ça. Mais je te rejoins assez sur le fait que, heureusement qu'on n'a pas besoin d'attendre de s'aimer pleinement soi-même, parce que est-ce que ça arrive à 100% un jour pour espérer être aimé des autres? Non, j'avais envie de revenir un petit peu sur toute la question de la... j'avais prévu de revenir sur toute la question de la société, justement, de comment est-ce qu'on accompagne les souffrances des autres et comment est-ce qu'on fait évoluer cette société avec tout ce que tu as pu faire de féministe, que ce soit des séries, des séries photos, des expos, des clips, parce qu'il n'y a pas eu qu'avec Angèle, il y a eu aussi avec Suzanne. Mais je crois qu'on a déjà beaucoup parlé de tout ça. Ouais, Le tunnel est déjà bien. Les gens, ouais. Voilà, exactement. Donc je te remercie. J'espère que vous avez aimé cette discussion. En vrai, j'en suis sûre, parce qu'elle était bien deep. On est bien allé au fond du tunnel le plus sombre et le plus lumineux, Anna. Aussi parfois. Merci Anna pour cet espace de parole que tu offres. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venue. Je suis trop contente qu'on ait pu prolonger nos échanges habituels autour d'un micro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes. Ça soutient beaucoup. Des commentaires également. Et si vous êtes sur YouTube, évidemment, on s'abonne, on like et on commente. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à Charlotte, encore une fois, d'être venue. Merci Anna. Et gros bisous. Bisous.